plus que jamais, il faut mordre dedans et avancer sur ces sujets. Ne laissons pas les DSI, alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, surtout pas laisser les DSI porter des sujets pareils. On va droit dans le mur. L'expert de la relation humaine dans l'entreprise, c'est la fonction RH, c'est le DRH. On est au carrefour, j'ai envie de dire, de tout ce dont on a rêvé. Il ne faut pas voir ce qui nous arrive comme un problème, c'est une chance. Ceux qui sont dans la fonction RH depuis quelques dizaines d'années comme moi, 30 ans, mais on a toute notre vie été le parent pauvre des outils informatiques pour gérer les ressources humaines. La finance depuis très longtemps, parce que le directeur financier, il sait où mettre les bons budgets pour faire une allusion sur ce qui s'est passé tout à l'heure ou ce qui s'est dit tout à l'heure. La finance depuis très longtemps, les traders, pour investir des actions et des obligations, ils ont des outils d'aide à la décision assez incroyables. Le monde du marketing, l'expérience client, la connaissance client, tout ça a permis de développer des outils et des logiciels assez sympas. Et puis nous, on avait des professeurs Nimbus, informaticiens qui venaient voir les DRH. Ma première réflexion sur tout ça, c'est pas un problème, c'est une chance qui est devant nous. Et nous, les RH, on doit prendre le sujet à bras-le-corps. C'est un moyen de prendre une place dans un comité exécutif pour porter ces sujets et aller très loin sur comment je tire parti d'outils bien supérieurs à ce qu'on n'a jamais eu. Et là, je rajoute quelque chose, que l'outil ne remplace pas le discernement de la personne humaine, parce que je pense qu'il faut aussi se méfier. La force du RH, c'est d'essayer de faire prendre une décision différente. Et ça, c'est notre vocation, nous les RH, dans une DRH. Et quand l'analytics, avec un algorithme, doit être un outil d'aide à la décision, et c'est parfait, et tant mieux, plus j'ai d'outils d'aide à la décision, mieux je me porte. Mais l'outil ne doit pas décider à la place de la femme ou de l'homme dans l'entreprise. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à respecter les personnes et nos décisions et faire de la performance. Je pense que l'arrivée de l'analytics ne change pas à la problématique des entreprises. Il y a aujourd'hui, en France, des employeurs voyous. Ils ne sont que 1%. D'ailleurs, souvent, des lois sortent du Code du travail pour traiter ce 1%. Et ça emmerde 99% d'employeurs honnêtes qui essayent de faire avancer les choses. Déjà aujourd'hui, soit on respecte son collaborateur, soit on ne le respecte pas. L'éthique, puisque c'est le thème de ce soir, c'est là. Comment je respecte cette personne, comment je la fais grandir, comment je l'amène à bon port pour développer une performance. Et j'aime bien rajouter le mot durable à la performance, parce qu'on a des entreprises qui pressurent sur une période donnée, puis après jettent comme un Kleenex. Donc, pour élever le sujet analytics, oui, mais vous étiez un employeur responsable, l'analytics arrive, vous restez un employeur responsable et il y a des questions à se poser pour respecter cette conviction d'employeur responsable. Vous êtes un employeur qui a un beau rapport annuel sur du papier glacé et vous êtes une société qui a fait de telles belles démarches que vous êtes green compatible, sauf que vous faites plans sociaux sur plans sociaux. Moi, je dis souvent, la première personne à respecter, le premier développement durable de l'entreprise, c'est d'abord la personne humaine. Et tout doit être autour de la personne humaine. Il en va de la relation entre une entreprise et ses collaborateurs, de la relation entre une direction et ses partenaires sociaux. J'ai cette conviction que nous avons tous que l'expérience client ou l'expérience collaborateur, c'est la même chose et que le premier client de l'entreprise, c'est son collaborateur. On est quelques-uns à s'être battus pour défendre cette idée longtemps. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises le reconnaissent et on est en train de servir nos clients avec cette expérience collaborateur. On s'est mis autour de la table avec les partenaires sociaux, mais on a fait énormément de co-construction, de collaboratif. La voix du collaborateur, puisqu'on parle de la voix du client, moi j'aime bien piquer les bonnes... Un DRH qui s'intéresse à son COMEX, il voit passer toutes les autres fonctions, la finance, le marketing, et s'il ne savait pas, avec un petit peu d'intelligence, il apprend les autres métiers. Et donc, en RH, on fait du marketing, nous, maintenant. On a des produits d'appel, on fait la voix des clients, donc la voix des collaborateurs. On segmente et on fait de la connaissance client, donc la connaissance de nos collaborateurs, et on essaie d'apporter des solutions différentes, parce que croire que la solution unique pour tous, c'est ça qui développe la performance, c'est se tromper. Et donc, on s'est mis autour de la table pour négocier le droit à la déconnexion. Je crois à un principe fondamental dans la relation avec les partenaires sociaux et avec les collaborateurs. Plus vous faites confiance dans la construction d'un édifice,
plus on vous renvoie le sens des responsabilités. La liberté de chacun doit être respectée. Nous avons la chance d'être dans un pays libre. Il faut se battre pour qu'il reste libre. La liberté de chacun commence, c'est ça, par le respect de la liberté de l'autre. Mon vœu, c'est que le digital et l'analytics soient un moyen supplémentaire pour que les managers exercent bien leur métier et les DRH prennent le pouvoir dans les comités exécutifs, parce que si la voix du DRH n'existe pas dans le comité exécutif, ce n'est pas les autres qui porteront cette voix. Donc c'est aussi un moyen d'être reconnu dans son entreprise. C'est l'expert de la relation humaine, comme je l'ai dit. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, on le dit tous, plus on développe le numérique, plus on doit renforcer la relation humaine. Ma seule crainte, c'est Big Brother, c'est-à-dire qu'une machine remplace le discernement, et je pense que ce discernement est ce qui fera toujours la différence entre une machine et une personne humaine. Oui, les partenaires sociaux doivent être des personnes qui peuvent alerter sur les dérives, mais ça sera le Chief Data Officer, que nous n'avons pas mis à la DSI, mais ailleurs exprès, pour répondre à un point. Ça sera le correspondant informatique et liberté qui va devenir un délégué à la protection des données avec un rôle extrêmement puissant et en regardant le sujet, devant être positionné assez haut dans la hiérarchie pour pouvoir agir. Donc ces contre-pouvoirs-là, moi je crois à la notion du contre-pouvoir constructif pour ce 1%, parce que j'ai parlé d'un 1% d'employeurs voyous, mais je vais faire le parallèle. Il y a 1% de collaborateurs qui tirent sur tous les sujets. Je dis souvent à mes syndicats, mais je ne négocie pas un accord pour ce 1%. Quand j'ai fait abandonner l'horaire variable et les badgeuses pour passer mes collaborateurs au forfait jour, j'avais déjà raconté ça une fois, j'avais des gens qui trafiquaient les horaires 1% quand j'étais en horaire variable, et j'ai toujours des gens en forfait jour, et ce 1% qui tirent un peu sur la corde. Mais moi, je ne suis pas né sur Terre pour m'occuper de ces 1%-là. Je suis là pour aider les 99% de gens honnêtes qui veulent que l'entreprise se passe bien. Donc, ce 1%, il existe partout. Il faut que quelqu'un qui a accès à ces données analytics là où il est, il faut qu'il y ait un garde-fou, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir pour empêcher les dérives qui pourraient arriver, et les partenaires sociaux font partie de ces garde-fous, mais j'en vois plusieurs et j'en vois d'autres.